Eh oui, c'était Peur d'aimer, il est 11h12, restez avec nous. Autour de midi. Et jusqu'à 13h30, on est avec vous, bien sûr, et vous êtes avec nous et on ne vous lâche pas. Ce matin, nous allons plonger dans l'histoire, la mémoire et la lumière d'un courant artistique majeur. L'école de Tunis qui a marqué la peinture tunisienne du XXe siècle et continue d'inspirer des générations. La galerie TGM à la Marsa rend hommage à ces artistes fondateurs à travers une grande exposition intitulée Les peintres de l'école de Tunis, dont le vernissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aura lieu ce jeudi 11 décembre à partir de 17h. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui connaît intimement les artistes, les œuvres et les trajectoires de ce mouvement, Alia Hamza, autrice, galeriste et journaliste passionnée par la mémoire culturelle tunisienne. Bonjour Alia Hamza. Bonjour Mahdi. Comment ça va? Bien, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Alia Hamza et vous savez à quel point ça me fait plaisir de vous recevoir. Pour commencer, Alia, comment présenteriez-vous cette exposition au public? C'est un hommage et c'est aussi un retour sur l'ouverture en fait. Quand on a ouvert la galerie TGM, il y a 4 ans exactement, le 2 décembre de 21, on avait commencé par, à tout seigneur, tout honneur, un hommage rendu à l'école de Tunis, qui est le mouvement fondateur de la peinture tunisienne, le premier mouvement structuré, la première école qui n'est pas vraiment une école, mais plutôt une ligue d'artistes de talent. Et donc, 4 ans après, nous avons voulu revenir là-dessus et de nouveau leur rendre hommage, parce que finalement, c'est resté la référence, que les peintres qui sont venus après se sont construits en suivant ou contre l'école de Tunis, mais c'était toujours la référence d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, nous avons voulu retrouver des peintres de l'école de Tunis. L'école de Tunis est souvent citée comme un des piliers de la peinture tunisienne. Comment expliquer son importance dans notre histoire artistique? C'est-à-dire qu'avant, il y avait la peinture orientaliste, il y a eu la peinture orientaliste, la peinture coloniale. Il y a eu les pionniers, il y a eu quelques artistes qui ont essayé, tout en respectant les codes de la peinture coloniale et de la peinture orientaliste, qui ont essayé de se distinguer comme des... On leur a aussi rendu hommage, on avait fait aussi une exposition sur les pionniers, qui sont Khayechi, qui sont Ali Ben Selem, qui sont Hatem Maki. Et puis, l'école de Tunis a été le premier mouvement qui a voulu imposer une peinture vraiment tunisienne, d'un pays qu'ils connaissaient, qu'ils aimaient, auquel ils appartenaient. Et ils avaient un autre regard, une autre vision, qu'on a pu à certains moments qualifier un petit peu, comment on va dire, un petit peu, je trouve pas le mot, mais enfin, on a essayé, beaucoup d'artistes après ont essayé de se rebeller contre cette peinture, mais en fait, c'était vraiment le premier mouvement tuniso-tunisien, la première peinture tunisienne. Alors, quels sont les... Folklorique, voilà le terme. Ah, on a retrouvé le mot. On a pu les qualifier de folklorique, ce n'était pas folklorique, c'était vraiment tuniso-tunisien. Quels sont les artistes emblématiques que le public pourra retrouver dans cette exposition? Les plus connus, c'est-à-dire on aura Jalal Ben Abdallah, on aura Moses Lévy, on aura Bellera, on aura Hamar Farhat, on aura les 2 petits derniers, les 2 plus jeunes qui sont Hassan Soufi et Ben Sakour. En fait, oui, Fathi Ben Sakour. En fait, on a essayé de brasser large et on aura le Louche, on aura Zahak, Brahim Zahak. En fait, ils sont 16, le grand artiste et le grand graveur, qui avait un énorme talent, un immense talent de graveur. Donc on aura presque tout le spectre de la peinture tunisienne de l'époque. L'école de Tunis, elle a toujours revendiqué une identité artistique tunisienne, enracinée mais moderne. Comment ces œuvres racontent-elles cette identité? D'abord avec le cœur, parce qu'en fait l'école de Tunis racontait leur Tunisie. C'était des artistes, ils n'avaient rien en commun. Et en fait, c'était pas du tout une école. Mais bien sûr, à force de se fréquenter, de cette espèce de ligue d'amis, de joyeux copains, de joyeux héros, a créé un lien indéfectible. Et c'était, disait Boucher, une ligue d'artistes de talent. Ils avaient des orientations différentes, des styles différents, mais c'était le talent qui les réunissait et l'amour de leur pays. Donc, si vous voulez, ça a été les artistes qui ont peint les rues de Tunis, les petits métiers, les cérémonies, les fêtes, les moments de la vie, quoi. Les moments de la vie, la campagne, la ville, les intérieurs, un petit peu.
Donc voilà, c'était la vie tunisienne, mais sentie par des Tunisiens et pas par un regard étranger. Est-ce que le public peut s'attendre à découvrir des pièces rares ou peut montrer? On essaye. On essaye d'avoir le maximum. On a quelques pièces de collectionneurs assez exceptionnelles qu'on va présenter. Et puis on essaye d'avoir le plus grand spectre possible de ces œuvres. La galerie TGM, elle explique vouloir revenir aux fondamentaux après plusieurs années de projets divers. Que représente cette exposition dans le parcours de la galerie? Un retour aux fondamentaux. On a commencé par ça. Et ensuite, la deuxième exposition, c'était contre l'école de Tunis. Ceux qui se sont construits contre l'école de Tunis, qui ont refusé ce côté, disait-il, folklorique, sont passés dans les grands mouvements de l'ère du temps, c'est-à-dire ils sont devenus abstraits. Un peu rebelles. Totalement rebelles. On Voilà. appelle ça la génération de la rupture. Très bien. Après eux, on a rendu hommage quand même aux peintres italiens de Tunisie, aux peintres juifs de Tunisie. On est revenu à la première expression de peinture non tunisienne, mais sur la Tunisie, qui était la peinture orientaliste. Oui. On a parlé des pionniers, les pionniers qui commençaient un petit peu, tout en respectant les codes de la peinture coloniale, qui ont commencé un petit peu à se démarquer. On a fait de grandes expositions comme C'est ça, vrai. tout à thème. On a fait des expositions de photographes, on a fait des expositions sur le portrait, on vient de terminer une très belle exposition de sculpture. 50 ans de sculpture, depuis Hedi Salmi jusqu'à aujourd'hui, Oh là là. le jeune Mahdi Shrif. Oui. Nous avions eu 12 sculpteurs, tous matériaux confondus, c'est-à-dire ils ont travaillé la pierre, le marbre, le fer, le bronze, la résine. Magnifique. Et c'était aussi une très belle exposition. Selon vous, l'école de Tunis aujourd'hui, est-ce qu'elle parle encore aux artistes aujourd'hui? Quel est son héritage dans la scène contemporaine? Alors, vous évoquez effectivement un très joli mouvement, un très joli événement que nous avons réalisé. On était parti de Jalal Ben Abdallah et on a demandé à 40 artistes contemporains en quoi il les inspirait. Et chacun a pris un aspect, une vision. C'était magnifique. Donc c'était, je crois qu'on l'avait appelé Jalal Ben Abdallah encore et toujours, voilà, un siècle de peinture. Et ces 40 artistes contemporains ont tous pris un regard, un objet, une vision, une chose qui, eux, leur donnait une succession et qui les légitimait. Il n'y en a aucun qui a refusé. Sur les 40, ils ont tous adhéré. Bah ça va alors. En tant que journaliste et autrice, Alia Hamza, quel regard portez-vous sur la manière dont les institutions tunisiennes préservent ou non cette mémoire artistique? Vaste sujet. Je sais que c'est une Vaste question. C'est sujet. pas une question piège, hein, d'ailleurs. Non, C'est non, vraiment, non, c'est pas un piège, pas du tout. aucun piège. Je suis sûre entre que nous. les institutions font le maximum Ouais. pour préserver, pour garder dans de bonnes conditions. Je sais qu'il y a qu'on garde à Qasr Saïd, il y a le musée de la Cité de la Culture. Bon, je dirais que c'est pas assez. Il faut toujours en faire plus. C'est sûr. C'est déjà très bien ce qui est fait, mais il faut encore faire plus. Il faut impliquer les. Il y a eu beaucoup de projets publics-privés pour restaurer les tableaux, comme il y a eu pour restaurer les tableaux de Qasr Saïd, les tableaux bellicaux. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour l'atelier du baron d'Erlanger qui a été restauré. Il y a eu beaucoup de jolies manifestations. Il faut continuer dans cet esprit, parce que l'État ne peut pas tout faire. Ça, c'est sûr, bien sûr. Heureusement que la société civile est là, que les Voilà. gens sont là, que les Et que le partenariat associations, bien peut sûr. aider. On a vu aussi dans la ville de la Marsa où beaucoup de palais ont été rénovés, Rénovés par grâce des aussi initiatives à privées Monsieur aussi. Dissi aussi qui a mis Oui. la main à la poche Oui, et dans pour la rénover. Médina. Oui, Dans la Médina. tout à fait. Dans la Médina, où il y a eu un collectif qui a été créé dans la Médina pour justement restaurer des anciens palais et leur donner une vocation. Tout à fait. Soit une maison d'hôtes, soit une galerie, soit un coworking, mais restaurer, ne pas laisser s'effondrer tous Tout ces à vieux fait. palais, ces vieilles demeures. Ça vous touche aussi quand vous, j'imagine, quand vous vous baladez au centre-ville et tout, qu'on voit ces vieux bâtiments de l'époque coloniale et tout, qui n'ont pas été restaurés par la ville de Tunis. Mais il y en a eu quand même Ça touche quelques-uns. quelques-uns, c'est vrai. Il y en a eu Magnifique Oui. qui a été restauré par la Biat et qui est magnifiquement restauré. Et je pense qu'il faut aussi préserver le continuer, cœur ouais. de Tunis parce que c'est une très belle époque, c'est une très belle architecture et il y a encore de très très beaux témoignages. Et je pense que quand on renouvelle, on met en valeur la ville. Bien sûr, C'est bien ça qui est sûr, important. on légitime. La galerie, on revient à la galerie maintenant, Oui. elle parle d'un pont entre tradition et modernité. En quoi cette exposition incarne-t-elle cette idée?
Peut-être pas celle-ci, parce que celle-ci, ça sera une référence. Oui. Mais en fait, si, parce qu'elle donne une référence. On publie toujours des catalogues, qui sont de véritables livres d'ailleurs, et qui peuvent servir aux étudiants, aux chercheurs, aux jeunes artistes. Mais là où on dit qu'on est un pont, c'est parce que d'abord on expose des artistes contemporains, on leur fait place sur nos CIMES, et surtout nous organisons chaque année un concours pour les jeunes artistes. On offre un thème à des jeunes artistes, on offre 3 prix, et il y a eu des pépites qui ont été découvertes et qui ont, après ce concours, ont eu une visibilité, un parcours, une carrière, et qui ont été lancées grâce à ce concours. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces œuvres ont un nouveau sens aujourd'hui dans le contexte culturel et social actuel? Ah ben certainement, oui. Certainement. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes collectionneurs qui, au début, ne juraient que par l'art contemporain, l'art conceptuel, et qui tous, peu à peu, sont revenus à l'école de Tunis et sont revenus aux critères anciens en se disant, finalement, c'est là que tout a commencé. À la base. C'est là que tout a commencé. À qui s'adresse cette exposition, Alia Hamza? Aux connaisseurs, aux jeunes, au grand public? À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. La galerie a un atout, c'est qu'elle est très ouverte sur la rue. Elle occupe un angle, elle a des grandes vitrines et elle est très ouverte sur la rue. C'est un lieu de passage. Nous sommes juste à côté du TGM et donc beaucoup de gens, des jeunes, des étudiants, des gens qui sortent de HEC, qui sortent de des lycées ou de passage, entrent par curiosité ou par goût ou par désir d'en connaître plus. Elle est vraiment ouverte à tout le monde. C'est pas une galerie intimidante, on va dire. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Si vous deviez... Et accueillante. J'imagine. Si vous deviez donner une clé de lecture aux visiteurs avant d'entrer, quelle serait-elle? Peut-être s'informer un petit peu sur l'historique de ce mouvement qui a été créé dans les années 50, qui a été créé en fait avec comme président Pierre Boucherle. Et dès l'indépendance, il a cédé la place. Il a dit « Je voudrais que ce soit un président tunisien », tout en restant au sein de l'école. Il a cédé la place à Yahya. Ensuite, Yahya a laissé la place à Gorgi, qui a dirigé cette école jusqu'à la fin. Et c'est quand même une école qui a une 50aine d'années de vie. Et donc, il faut connaître un petit peu son histoire. Un petit peu, une ou deux questions sur votre regard quand même personnel. Alia Hamza, vous êtes autrice et journaliste. Qu'est-ce que l'école de Tunis fait résonner en vous? L'histoire de la Tunisie. Parce qu'en fait, l'école de Tunis a été très, très intimement impliquée à l'histoire de la Tunisie. Ces artistes ont fait les fresques des monuments, les monuments urbains, les monuments qui rendaient hommage à un mouvement, à un moment, de l'histoire, un personnage. Ibn Khaldoun a été fait par Zubair Turki. Et je vous raconte une histoire amusante. Quand la statue d'Ibn Khaldoun a été inaugurée, Bourguiba est venu l'inaugurer, et puis il regarde, Zubair avait fait son visage, son portrait. Et Bourguiba lui dit, mais enfin, c'est toi que tu as sculpté. Et Zubair Turki, qui avait beaucoup d'humour, lui dit, Monsieur le Président, vous le connaissez, vous, Ibn Khaldoun, qui vous dit qu'il ne me ressemblait pas? Ça a été dit comme ça. Oui, tel quel. J'adore discuter avec Alia Hamza parce qu'il y a tellement d'anecdotes sur l'histoire, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un artiste de cette exposition qui vous touche particulièrement et pourquoi? Bon, on va dire Jalal Ben Abdallah parce que c'était le poète, c'était le rêveur, c'était un monde onirique. On va dire Ali Bellera parce qu'il avait des références avec... C'était le premier qui a travaillé avec les artisans et qui a recréé ce lien rompu entre l'art et l'artisanat. On va dire Hassan Soufi parce qu'il a eu une carrière qui a commencé à l'envers, c'est-à-dire qu'il a commencé par l'abstrait et après il s'est dirigé vers le... Enfin, tous ont une raison ou une autre. On va dire Gorgi parce qu'il disait magnifiquement « Je suis retombé en enfance » et qu'il est passé d'une peinture classique à une peinture totalement déstructurée. On va dire Ammar Farhat parce que c'était le plus spontané, le plus... Ils vous touchent tous un peu. Tous, pour une raison ou une autre, tous. Et tous avaient un lien. Ils s'influençaient les uns les autres, en fait. Et il y a un très beau tableau, d'ailleurs, qui appartient au ministère de la Culture, qui est dans la collection du ministère de la Culture, qui a été fait par tous les artistes de l'école de Tunis. Une espèce de travail à plusieurs mains et qui était fascinant. Un grand tableau, alors, j'imagine. Un grand tableau, et chacun y a mis sa touche. Sa touche, excellent. L'exposition, donc le vernissage, c'est jeudi 11 décembre à partir de 17h et elle se poursuit jusqu'à... Elle se poursuit pendant un mois. Pendant un mois, c'est bien. Ça donne le temps de venir, voilà. Merci beaucoup à Alia Hamza pour ce voyage à travers l'histoire et la sensibilité de l'école de Tunis. Merci Mahdi, il faut venir. Ah oui. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Ça fait tellement de fois que je suis invité que je n'y vais pas. On ne va plus vous inviter.
L'invitation est ouverte, en tout cas. Quand vous voulez. Voilà. Je rappelle que l'exposition Les peintres de l'école de Tunis ouvre donc ce jeudi 11 décembre à partir de 17h à la galerie TGM à la Marsa et se poursuit donc jusqu'au 11 février 2026, on va dire, à peu près. 11 janvier. On va dire 11 janvier. 11 janvier 2026. Une belle occasion de redécouvrir les pionniers de notre peinture et de mesurer l'héritage qu'ils nous laissent encore aujourd'hui. La trace et le sillage. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Merci Mahdi, merci de me recevoir. À très bientôt. À bientôt. Et notez bien, c'est le 11 décembre à partir de 17h à la galerie TGM à la Marsa. Restez avec nous, c'est autour du midi jusqu'à 13h30. Tout de suite, Louane qui vous chante La chaise vide en exclusivité pour cette année 2025. C'est revisité. On écoute et on revient en direct.